Ah, mon téléspectateur, sois le bienvenu. Je le sens, la joie dans ton cœur, car aujourd'hui, en fait, en pensant à toi, je me suis dit, comment je pourrais approfondir avec toi toutes les choses bizarres qui nous passent dans la tête et dans nos émotions. Je me suis dit, ça me prendrait quelqu'un qui connaît bien le sujet. Alors, j'ai invité mon ami et collègue, docteur Sylvie Soriol, neuropsychologue, pour nous raconter tout ce que tu aimerais savoir sur toi-même. Sylvie, sois la bienvenue. Denis, merci. C'est tellement un plaisir de te retrouver après tant d'années qu'on s'était perdu de vue un peu. C'est Effectivement. super. Sylvie, je pense qu'on n'aura pas de limite, toi et moi, parce que je crois que tu es assez ouverte à toutes les formes de langage. Je peux dire n'importe quelle niaiserie qui va me passer par la N'importe tête. quelle niaiserie, j'aime les niaiseries, j'adore les niaiseries. Excellent. Sylvie, aujourd'hui, on va aborder le thème de l'anxiété. Écoute, ça semble une problématique qui, de mon point de vue, semble en expansion. C'est quoi l'anxiété au départ? Si tu me la définis, c'est quoi? L'anxiété, pour faire bien court, là, c'est la maladie de la peur. Hein? La maladie de l'inquiétude. Tu as peur, tu t'inquiètes, tu es toujours dans la projection du futur, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que. Hein, il y a un sage qui disait, je ne me rappelle plus c'était qui disait le passé, c'est la dépression parce que tu vis dans le passé, l'anxiété, tu vis dans le futur, et le bien-être, tu vis dans le présent. Hein? Puis, ben, c'est ça. Fait que l'anxiété, c'est ça. On est dans des sociétés là, que les gens sont anxieux. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes dans notre société à cette heure. Tout ce qui est financier, Oui. performance au travail, performance dans tout. On a des attentes, ça n'a pas de bon sens. As-tu remarqué comment on parle de qualité de vie, mais en même temps, il faut que ta maison soit propre, il faut que tu aies une auto, il faut que tu aies une bonne job, il faut que tu prennes soin de tes enfants, il faut qu'il y ait des bons lunchs, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses ton ménage. Pour bien pareil, il faut que tu fasses des voyages. Bref, toutes les attentes qu'on a, on n'a même plus de qualité de vie parce que tu es toujours en train de répondre à des attentes qui ne sont pas forcément les tiennes. Exactement. Donc, Ben, t'as pas le... un peu ce que je dis, c'est qu'on souhaite être des super-héros. Lorsqu'on atteint notre limite, on se culpabilise parce qu'on se dit non, pas moi, je comprends pas pourquoi ça m'arrive et on tente de garder le même rythme au lieu de se remettre en question et de changer notre style de vie. Puis demande-toi pas pourquoi il y a des burn-out à ce point-là. Parce que la demande, comme on disait tantôt, que les attentes, ben, tu sais, ton système, toi qui es en médecine expérimentale, tu vas l'expliquer 100 fois mieux que moi, mais tout ton système à l'intérieur, le mot m'échappe, là, Énergétique, sympathique. Bon, biologie sympathique, énergétique. c'est ça. Et ton système sympathique, il se met tout le temps en état d'alerte. Hein, fait que parce que tu es stressé pour rencontrer tout ce que ton travail te demande. Fait que tu es constamment en état d'alerte, le stress, comme je disais tantôt, au travail, financier, performance, tout ça. Puis tu maintiens un système d'alerte. Si ton système d'alarme, là, il marche en journée longue, là, à un moment donné, ça n'a plus d'effet, ça ne marche plus, ça ne répond plus aux vrais besoins parce qu'ils sonnent tout le temps, tu cries au loup. Mais c'est la même chose pour un corps humain. S'il est toujours en alerte, pas en alerte comme ça, mais en alerte comme ça, mais toujours en alerte, ben ça finit qu'au bout de 5 ans, 8 ans, 10 ans, bang, burn-out. Parce que tu as utilisé ton système d'alerte constamment. Fait que toi, tu pourrais mieux expliquer que moi tout l'effet du cortisol, tout l'effet des hormones de stress, tout ce qui se passe dans notre corps fait qu'on est épuisé, puis tu tombes en dépression ou en burn-out. Tu sais. Euh, Fait que, Tu parlais, dans le fond, l'anxiété, c'est la peur. Est-ce que c'est une peur ciblée ou ça peut être une peur abstraite, on ne sait pas d'où ça vient, que l'ensemble des demandes nous met dans un état où on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe vraiment? les deux. Les deux, tu as des gens qui vont vivre de l'anxiété de performance qui est liée vraiment à une chose, au travail, à l'école, à la Le famille. Mais tu en as sport. d'autres, c'est ça, oui, le sport, hein, puis, mais tu en as d'autres qui vont développer une espèce d'angoisse, d'anxiété intérieure, un petit peu pour tout. C'est pour ça qu'on appelle ça le diagnostic anxiété généralisée. Parce que tu as des gens, là, ils ont peur d'être malades, ils ont peur de manquer d'argent, ils ont peur il arrive de quoi à son enfant, il a peur de manquer d'argent, peur, peur, peur. Fait que les gens qui vivent comme ça sont extrêmement malheureux, puis c'est en plus un facteur très important et significatif pour te faire basculer vers la dépression. Parce que tu es épuisé, tu dépenses de l'énergie à être inquiet. Hein? Oui, C'est épuisant. En plus, tu es irritable. Les gens deviennent irritables parce qu'ils sont fatigués. Ils sont toujours... Il y a du trafic là-dedans, un peu comme les le TDAH. mulot tourne, le mulot tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Fait qu'il y a du trafic, fait qu'ils viennent fatigués.
Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on voit les gens qui travaillent beaucoup, qui ont des pouces crayons, là, on dit comment ça qu'ils sont si fatigués que ça? Ben, c'est parce que tu travailles toujours avec le cerveau. Est-ce que c'est un terme général, l'anxiété, ou est-ce qu'il y a un diagnostic qu'on en fait? Il y a des diagnostics parce que en fait, il y a les troubles anxieux qui vont abriter plusieurs troubles. L'anxiété généralisée, les phobies. Avant, il y avait les troubles obsessifs compulsifs que dans le DSM, ils ont mis à part le livre de tous les diagnostics. Oui. Tu vas avoir aussi, il avait mis aussi les traumas, hein, les PTSD, là, les traumatismes. Les stress post-traumatiques. Les stress post-traumatiques. Fait que, oui, tu as beaucoup, les troubles anxieux vont englober plusieurs autres troubles, puis il y a tout le temps des degrés aussi. Ouais. Fait que tout le monde a un petit peu d'anxiété, là, c'est normal. Fait que si tu n'étais pas anxieux, tout le monde en parle, l'histoire. Hein. Dans l'histoire, on ne se sauve pas des serpents ou des gros ours, on serait tous morts. Exactement. Oui. C'est une réaction biologique normale, mais dans notre monde actuel, on l'a tellement poussé à l'extrême qu'on devient épuisé et plus capable de le tolérer. Exact. Puis l'anxiété, je te le dis, c'est fou comment on voit ça partout. Là. On est tellement dans une société où on se juge, l'estime de soi est tombe à terre. Il y a vraiment un phénomène dans les sociétés occidentales depuis plusieurs années où l'anxiété, on les fabrique carrément. Là. Ils sont jeunes à l'école, ils sont déjà anxieux parce qu'ils n'ont pas 100%, ils sont déjà anxieux parce que le sport, sont déjà... c'est sûr qu'ils devaient l'avoir avant. Ça veut dire, Sylvie, moi je disais pour mes gens en perte de poids que la société était devenue une usine de production de gros. En plein ça. Pour toi, en psychologie, la société est devenue une usine de production d'anxiété. Oui, une production d'anxiété, une production de troubles de personnalité aussi. On se retrouve beaucoup avec un peu plus de narcissisme, un petit peu plus parce que, tu sais, les troubles de personnalité explosent un peu plus. Oui, notre société fait sortir beaucoup les troubles de santé mentale. Okay. Comme les gros. Oui. J'ai eu raison, Sylvie. J'ai fermé tout ce qui était média à cause de la COVID. Le discours anxiogène, la peur répétée qu'on impose aux gens, le chiolage à gauche, le chiolage à droite. J'étais plus capable. C'est vraiment québécois, ça. Plus capable, là. Plus capable. J'ai tout fermé ça et je me suis senti mieux. Ai-je eu raison? Moses que tu as eu raison. Écoute, moi, j'ai fait une couple de posts sur Facebook puis YouTube, puis j'ai fait quelques passages à Radio X. Puis la première affaire que j'ai dit aux gens, fermez vos TV, fermez vos radios, lâchez Facebook, lâchez TVA. Tu sais, c'est une propagande qui maintient ton anxiété, ça n'a pas de sens. Hey, cette propagande-là me semblait mondiale parce que j'écoutais les news, les nouvelles en France, en Belgique. Écoute, t'aurais eu du copier-coller avec le Québec, probablement avec l'Ontario. Le même discours uniforme de peur. Oui. C'était incroyable. C'est l'enfer. Écoute, je suis allée à Montréal chez ma sœur, puis sa TV était ouverte, la TVA, justement. Là. Hey, je t'entends ça en journée longue, ils en parlent plus juste, là, aux nouvelles de 6 heures, là. Je pense qu'aux 15-20 minutes, ça repasse en boucle. Ton cerveau, à un moment donné, là, il apprend ça, il entend ça constamment, puis t'es influencé, là, tu sais, puis les gens vivent dans une espèce de peur exagérée. Il y a toujours eu des virus, là. Oui. Tu sais, fait que les gens, moi, quand ça a commencé, là, comme tout le monde, là, tu dis, oh boy, il se passe quoi? On va tout crever une main comme dans le temps de la grippe espagnole, là, on va tout être mort dans la rue. Puis tu sais, t'as comme une peur. Ça a pris une semaine ou deux, je dis, wow, là, on va pas vivre dans peur, là. Calmons-nous, là. Mais tu as des gens qui sont sensibles à ça. Puis si tu es sensible à ça, tu as tellement raison, Denis. Fermez vos TV, fermez TVA, fermez RDI. Tout. Dis-moi, Sylvie, face à l'anxiété, c'est quoi les premières étapes pour arriver à comprendre qu'on vit ce problème-là et arriver à le gérer plus efficacement? Ferme la TV. Bonne idée. Mais je ne peux pas fermer automatiquement mon cerveau si je passe à d'autres problèmes. Et la TV, c'est déjà un bon départ. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça dépend tout le temps, c'est quoi tes peurs. Tu sais, il y a des thérapies là, cognitivo-comportementales extrêmement intéressantes là-dessus, mais le mot d'ordre, exposition.
Quand tu as peur de quelque chose, il faut t'exposer. C'est comme, je donne toujours l'exemple, quand tu apprends à conduire, quand on est jeune, on apprend à conduire, c'est stressant au début, tu checkes tes miroirs, tu checkes tout, tu es vraiment en état d'alerte parce que c'est nouveau. T'sais. Un an plus tard, tu conduis, tu vas ton travail, puis tu penses même plus, puis tu te souviens même pas de la route que tu as faite parce que dans ton cerveau, tu as automatisé ton apprentissage. Fait que ça devient bien moins épeurant parce que tu le fais de façon répétée. Fait que, évidemment, si tu as peur d'une grosse peur, mettons, tu as une phobie des chiens, la première étape pour t'exposer, c'est certainement pas avec un pitbull ou un berger allemand. Oui. Tu y vas de façon étape par étape. Il y a des thérapies super bien organisées qui t'aident à t'exposer à tes peurs. Fait que quand tu as peur de quelque chose puis que ça commence à te créer un problème, puis le baromètre, le meilleur baromètre, c'est quand ça te crée des problèmes dans ta vie ou de la souffrance. Fait que si tu sens qu'il y a une souffrance par rapport à quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu sais, moi, si je vais chez le dentiste demain puis que je suis anxieuse, il n'y a pas vraiment un problème, c'est un peu normal. Oui. C'est vrai que je vais chez le dentiste demain, je vais être anxieuse un petit peu, puis c'est correct. Mais si je suis anxieuse un an avant, là, ça marche pas. On comprend qu'il y a des peurs irrationnelles. Oui, il y a des choses auxquelles je peux m'exposer pour me désensibiliser. Je sais pas si le mot est bon. C'est en plein de mots. Mais il y a des choses qui sont plus abstraites. Comme tu parlais tout à l'heure, la peur de manquer d'argent. Je ne peux pas nécessairement m'exposer d'une certaine manière. Comment je peux arriver à le comprendre, ce phénomène d'anxiété, par rapport, exemple, à l'argent, la peur de perdre quelque chose, de quelque chose? Bonne question. Il y a beaucoup de peurs comme ça qui, effectivement, sont subtiles. Puis, la façon de s'exposer, ça va être plus cognitivement. Il y a des techniques qu'on appelle genre la flèche descendante. OK? Fait que tu vas te poser la question pourquoi j'ai peur de l'argent? Pourquoi ça me fait peur? Puis là, tu poses la question pour t'amener jusqu'au bout de ta peur. Tout ce qui pourrait être pire. Jusqu'à temps que tu arrives au bout de la réalité que ça pourrait créer. OK, mettons, je vais au pire. J'ai perdu ma maison, j'ai plus de travail. Au pire, je vais manger dans une soupe populaire. C'est ça qui va arriver au pire, tu sais. OK. Fait qu'après ça. Fait que, tu sais, plus tu t'exposes aux peurs, plus tu te rends compte qu'il y aura certainement des décisions ou des solutions à ça. Fait que c'est cognitivement qu'on va s'exposer. Évidemment, il y a toutes sortes de techniques de relaxation, comment lâcher prise. Tu sais, ça, c'est un mot qui est bien galvaudé, hein, lâcher prise. Mais le vrai lâcher prise, faire du détachement, c'est quelque chose qui se pratique. Fait que ça se fait pas du jour au lendemain. Une personne qui est anxieuse depuis qu'elle est jeune, ça va être beaucoup plus long qu'une personne qui est anxieuse à cause d'une situation en particulier. Tu sais. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de techniques qu'on peut jaser. Puis c'est souvent en questionnant tes pensées. Tu sais. Parce que quand tu commences à penser, tu vas créer une émotion. Oui. Si je me dis j'ai peur de quelque chose, lui, il veut me faire mal. Ouf, tu ressens quoi l'émotion? La peur. Puis le comportement, c'est que tu vas te sauver, tu vas éviter. Fait que tout ça, c'est relié. Hein? Faut que tu arrives à confronter tes scénarios mentaux et que tu te rendes compte qu'il y a une exagération. Mais la chose que je trouve difficile parfois quand j'observe certains de mes clients, c'est que nos pensées nous appartiennent. Hein? Et on a l'impression que tout ce qu'on pense, c'est vrai et c'est la réalité quand c'est inventé de A à Z. Exact. Et c'est pour ça que l'auteur, je ne sais pas si tu connais Norman Dodge, il a fait des livres sur la plasticité du cerveau, puis des vidéos, puis ça s'appelle Les pouvoirs extraordinaires de votre cerveau, puis il dit ne croyez pas tout ce que votre cerveau vous dit. Puis j'aime beaucoup cette expression-là parce que c'est comme si, dans ta tête, si je te dis quand tu es petit ou dans un ordinateur que je programme 2 plus 2, ça fait 5, l'ordinateur, il va faire 2 plus 2, ça fait 5, puis à chaque fois que tu vas faire des calculs, il va y avoir des erreurs. Oui. Depuis que tu es jeune, tu as compris que tu valais pas la peine ou que tu es ci ou que tu es ça, bien, toute ta vie, tu as intégré ça, c'est ça qu'on a mis dans ton ordinateur, mais c'est faux. Ton cerveau, il t'envoie une fausse information. Parce que les gens t'ont peut-être fait sentir ça, fait que c'est quelqu'un qui t'a mis ça dans la tête. Fait que comment on défait ça? Puis souvent, moi, quand je vais travailler les thérapies avec les gens qui ont des anxiétés généralisées, qui partent de loin, ça, c'est plus difficile à travailler, mais on va identifier plein de pensées comme ça. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça? Puis on questionne beaucoup de choses, puis généralement, les gens vont arriver à ben oui, hein, ça n'a pas de sens. T'sais. Fait qu'ils savent. L'anxiété, c'est bien irrationnel. Alors, un coup, tu le sais, hein, expliquer, comprendre. Comment je m'en débarrasse? Ben, plus je le comprends, plus je fais de la relaxation, plus je change mes pensées, je reprogramme mon cerveau, mieux je vais vivre avec ça. Sylvie, ça prend de l'énergie faire ça. Moi, ce que j'observe parfois, c'est que les gens sont tellement pris dans leurs émotions négatives
ils vident tellement d'énergie à lutter contre leurs émotions négatives qu'ils n'ont pas de place dans leur cerveau pour dire, OK, je vais entreprendre une démarche pour corriger ça. Est-ce que je me trompe? C'est tout à fait vrai. Tu as plein de monde c'est vrai que t'engager là-dedans, ça prend de la persévérance. Puis tu sais, moi, des fois, j'entends des gens dire, ah, j'allais voir une psy une fois par semaine, elle m'écoute, mais ça change rien. Ben, ils ont absolument raison. Parce que si tu y vas 1 heure, puis que tu fais rien entre les deux, il se passera rien. C'est pas l'idée de voir un psy pendant 1 heure par semaine, c'est que tu es dans une démarche que chaque jour, il faut que tu poursuives. Et le psy, il va faire qu'on maintient, il va te donner des outils, il va te donner des stratégies. Mais comme ça demande beaucoup d'énergie, comme un entraînement à perdre du poids, comme un entraînement au sport, tu as des gens qui abandonnent. Donc, pour aller mieux, il faut que tu pratiques. Oui. Il faut que tu t'entraînes à aller mieux. Il faut que tu t'entraînes, puis il faut que tu mettes en place des lectures. Ça peut être des documentaires, ça peut être une méditation. On se parle 1 fois par semaine. Moi, je donne des devoirs. On fait plein d'affaires. T'sais. OK, c'est-tu du genre quand moi, j'ai un beau petit gros qui arrive et je si tu veux réussir... Moi, tu l'appelais le gros gras. Dans mes anciens épisodes, si on peut plus dire ça, je peux plus dire ça aujourd'hui. Ah, c'est vrai, c'est mais vrai. je les appelle, je disais toujours dans mes publicités, t'es obèse, dodu, joufflu et juteux. Et tu sais bien qu'aujourd'hui, je peux plus dire ça, malheureusement. Non, mais ça me faisait bien rire. Ouais. Aujourd'hui, on peut plus rire, hein, tu sais. On va faire attention. C'est la même chose, donc, je disais à mes gens, mon petit gros qui arrive, si tu veux réussir, tu dois t'engager envers toi-même. C'est toi qui vas devoir adopter les nouveaux comportements jusqu'à ce qu'ils soient intégrés. En thérapie, c'est la même chose, donc. Même chose, le sport, que tu veux devenir bon. Écoute, pour devenir un champion élite dans n'importe quoi, la personne a dû pratiquer bien des heures. T'sais, ça s'acquiert pas comme ça, un changement. T'sais. Fait que la thérapie en tant que telle, tu as raison, comme tu disais, c'est que tu t'engages envers toi-même. Moi, je travaille avec toi en équipe. Mais le boss de la thérapie, c'est toi. C'est toi qui peut pas le faire à sa place. Mais je peux lui donner des outils, l'accompagner. Puis c'est sûr qu'à travers le processus, il y a des hauts puis des bas. Il y a des gens, des fois, qui disent, ouais, ben, un petit mois, puis lâchent tout, sont tannés. Oui, t'as un taux d'abandon qui est là. C'est ça. Puis tu sais, c'est comme quand tu mets des nouvelles stratégies en place, souvent, c'est pire au début. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà remarqué ça. Mais le traitement est producteur d'anxiété au départ. Ben oui. Parce que tu t'es confronté à toi-même. Exact. Puis c'est pas le fun. Puis tu sais, moi, je donne tout le temps je me suis déjà fait des fractures, tu sais. Puis quand tu fais une fracture, là, puis tu fais de la physio, t'as pas le choix d'aller dans la douleur pour bouger, mettons, ton coude. Si tu y vas pas, tu seras jamais capable de le déplier. Fait que quelque part, à un moment donné, il faut que tu ailles dans ta douleur. Dans la tête, émotionnellement, c'est la même chose. Faut aller dans ta douleur, toujours de façon, on s'entend mesurée, là. Ouais. Mais il faut aller dans la douleur pour se sentir mieux. Puis tu sais, j'allais donner l'exemple tantôt, tu donnes une nouvelle consigne à des enfants qui ont un trouble, mettons, de comportement à l'école ou des choses comme ça. Souvent, le programme, au début, va faire qu'il va être pire. Parce que là, il est confronté, il est obligé de changer, puis il n'aimera pas ça. Fait que les enseignants vont dire, ça marche pas. Ben oui, au début, c'est normal. Puis parce qu'ils ont réagi. Puis en fait, là, tu as comme une curve comme ça, mais après ça, ça finit par marcher. Tu sais, puis avec des ajustements, bien sûr, des humains, c'est complexe. Fait qu'il faut souvent réajuster en cours de route. Une des choses difficiles que moi j'ai observées, c'est les croyances qu'on nous impose très jeunes. Oh. Chez les femmes, la perception de leur corps, déjà très jeunes, qui ont été confrontées avec des critiques négatives et qui traînent ça encore aujourd'hui, malgré qu'elles soient très belles ou même des fois un peu rondes, sont extraordinaires, mais eux autres, elles se pensent obèses. T'as des enfants qui ont pas de confiance en eux, pas du tout. Moi, je me souviens d'un ami qui, adolescent, avait aucune confiance en lui. Je l'ai revu 40 ans plus tard. Il avait encore aucune confiance en lui. Ça, c'est quelque chose de très dur, de très difficile, comme tu crées ton identité à travers le travail et donc tu te dis, si je veux être apprécié par les gens et avoir de la valeur aux yeux des autres, je dois être un workaholic. Tout ça, c'est très dur à transformer. Les croyances, là, c'est pas pour rien que quand on parle d'un trouble délirant, hein, quelqu'un qui a un délire, c'est extrêmement rigide. Comment défaire ces croyances-là? C'est un peu comme quand tu tombes sous l'emprise de la manipulation de quelqu'un, du harcèlement, des sectes. Tu sais, quand tu tombes dans des croyances, c'est rigide. Fait que il faut avoir les gens qui vont venir en thérapie, généralement pour des troubles anxieux, là,
ils ont déjà une ouverture. Là. Ils ont fait ce bout-là. Là. OK. Tu sais, se rendre compte qu'il y a de quoi qui cloche. Tu sais. Puis là, ce qui est le fun des fois, c'est qu'au début, surtout quand tu commences à questionner les croyances, souvent ils se rendent compte de, tu sais, des fausses croyances qu'on a dans notre tête. Tu sais, il y a bien des exemples. Mettons l'exemple, je dirais, ah, tous les hommes sont pareils. Oui. Quelle fausse croyance, parce que ils sont pas tous pareils, tu sais. Hein, faut gueuler pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Ben, c'est pas toujours vrai, tu sais. Fait qu'il y a plein de croyances Des qu'on généralisations qu'on a faites qui ne sont pas vraies dans toutes les circonstances. Celles qu'on entend souvent, c'est ah, il y a juste moi que ça arrive. Oui, très souvent. Comment, tout le monde vit des malheurs. La vie, là, quand les gens comprennent que la vie, c'est une succession de pertes et de gains, t'apprends à vivre avec ça. Quand ça va bien, attends-toi qu'à un moment donné, ça va aller moins bien. Puis quand ça va moins bien, attends-toi que ça va aller mieux. C'est toujours comme ça. Je me rappelle l'auteur, tu sais, Peck, comment il s'appelait? Peck, là, qui avait écrit... Peck, le chemin le moins fréquenté. Oui, c'est ça. Tu sais, il commence son livre en disant, la vie, on se le dit, là, c'est dur. Oui. C'est clair et net, c'est ça. À partir de ça, c'est quoi que la vie, elle t'a donné comme carte? Ton jeu de cartes, c'est quoi? Fait que là, il faut que tu fasses avec ce que tu as, pareil, de regarder les autres et de comparer. Ça, c'est ton jeu. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais de ce que je comprends, de ce que tu me dis, Sylvie, je peux développer des outils que j'ai jamais eus. Je peux développer la confiance en moi. Je peux développer, si j'ai peur du rejet, je peux faire en sorte que, ou des commentaires négatifs, que ça finisse par ne plus m'affecter parce que j'ai décidé de me construire autrement, mais ça va prendre du travail. Ça prend du travail, puis ça va demeurer toujours une espèce de sensibilité. Oui. Tu sais, comme physiquement, quand tu as une sensibilité, tu as des gens qui ont des sensibilités cardiaques. Donc, tu sais, fait que tu as une sensibilité, mais tu as développé des outils puis des stratégies, puis on change avec le temps. Puis on est capable de faire ça. Mais oui, ça prend du travail. Ça, c'est. Ben, tu parlais de neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se transformer. Exact. Quand tu adoptes des nouveaux comportements, des nouvelles pensées, tu modifies la chimie de ton cerveau, tu modifies la structure de ton cerveau et tu modifies le fonctionnement de ton cerveau. Et quand tu arrives à modifier le fonctionnement de ton cerveau, c'est que là, tu as des résultats à long terme. Exact. Puis c'est long à faire. Puis écoute, il y a eu plein d'expériences. Quand je parlais tantôt de Norman Dodge, il a fait beaucoup d'expériences qui ont montré, dans son livre, à un moment donné, il parle d'un monsieur qui a fait un AVC très sévère du côté gauche. Il parlait plus, il écrivait plus, paralysé à droite. Bon, bref, son fils était médecin. Fait que eux, ils ont dépassé toutes les thérapies qu'ils connaissaient pour aller plus loin. Ils appellent ça la thérapie de la contrainte. Je vais forcer à bouger mon bras droit pour recréer des connexions cérébrales. Le monsieur a tout repris ses fonctions. Il a enseigné à l'université. Il a tout repris ses fonctions. Je ne sais pas combien d'années. Ça a pris des années. Quand il est décédé, ils ont vu dans son cerveau que la partie qui était lésée était toujours lésée. C'est tout le cerveau qui s'est réadapté autour puis qui a recréé des nouveaux apprentissages. C'est incroyable. Sylvie, j'ai vécu une expérience comme ça. J'ai utilisé des techniques comme ça avec un homme extraordinaire qui s'appelle Conrad. J'ai fait une vidéo. Je m'en rappelle. Super Conrad. Et on lui avait dit, tu ne marcheras plus jamais. Approximativement 1 an plus tard, il repassait son permis de conduire et conduisait son véhicule modifié. Alors, on a inclus dans le programme des techniques de neuroplasticité qui ont produit des résultats exceptionnels. Il n'a pas récupéré 100% de ses capacités. Non, c'est sûr. Mais on lui avait dit, tu vas être en chaise roulante pour le reste de ta vie. Tout est faisable si on s'y met. Oui. Écoute, le corps, là, comme tu dis, écoute, un bras coupé ne repousse pas, là. Mais le corps, il y a quand même moi, là, Denis, tu le sais, j'ai eu la polio quand j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, ma jambe gauche ne fonctionnait plus du tout. Puis j'avais 6 ans, puis j'ai recommencé à marcher. Bon, pour faire une histoire courte, le médecin à l'époque, ça c'est les paroles de mes parents, moi je m'en rappelle pas, leur a dit c'est extraordinaire, elle a réussi à marcher elle utilise des muscles que nous on utilise pour se tenir debout. Fait que mon corps s'est adapté, tu sais, j'étais un enfant, fait que moi je voulais marcher pareil, pour avoir du fun, puis j'étais pas mal, tu me vois un peu, hein, hyperactive, puis je bougeais, j'en avais dedans, puis j'ai recommencé à marcher en utilisant d'autres muscles que les gens n'utilisent pas pour ça. Fait que, tu vois comment le corps peut s'adapter quand on a confiance, mais effectivement, ça prend beaucoup de travail, de l'accompagnement. Quand tu as un réseau social autour de toi, c'est plus facile, les gens t'encouragent, puis il y a plein de facteurs autour. Mais évidemment, ce qui se passe en ce moment, ben ça pèse bien lourd sur tout le monde, mais il y a des façons d'aller mieux. Si tu avais un conseil à donner qui pourrait avoir un impact sur les gens qui nous écoutent,
un seul conseil qui pourrait les amener à changer dès maintenant, ce serait quoi? Moi, je leur conseillerais beaucoup d'arrêter de vivre en fonction des autres. Je pense que ça, c'est les attentes que je disais tantôt. Là, fait un conseil, là, d'être raisonnable envers nos attentes. Je parlais du jeu de cartes que tu as entre les mains. Là, ben, c'est celui-là que la vie t'a donné. Puis, je me rappelle, j'avais vu ça à la TV, ça fait des années de ça, tu parles des héros. Il y avait une fille qui était à la TV, elle était grosse. Puis, elle parlait comment elle s'est taillie toute sa vie, comment elle s'est maltraitée, elle a fait des tentatives de suicide, comment elle s'est détestée, le mal qu'elle s'est fait. Puis, elle a fait une thérapie, puis à la fin, elle dit, tu sais, partout où je vais, tout ce que je fais, j'ai eu des enfants, toute ma vie, c'est ce corps-là qui m'a permis de le faire. Puis moi, je l'ai traité comme de la merde. Moi, j'ai aimé quand elle a dit ça, je dis, wow, elle a fait comme... Alors, arrêtez de créer des attentes. Ce que vous avez dans la vie, c'est ça que la vie vous a donné, puis c'est faisable de changer des choses. Tu es en train de me dire que si tu t'aimes pas, tu peux t'entraîner à t'aimer. Ben oui. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est pas quelque chose de pris dans le ciment. Tu ne t'aimes pas, ce n'est qu'une perception. Tu peux t'entraîner à t'aimer. Peu importe de quoi tu as l'air. Exact. Tu as des cheveux, tu n'as pas de cheveux, tu mesures 6 pieds 7, 4 pieds 2. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment, comme tu dis, une perception. Puis même tes défauts. T'sais, on n'est tous pas fiers des fois. Hein? On l'a échappé quelquefois à tout le monde. Oui. Moi, je pense à des affaires, je dis, oh boy, je le dirais pas trop fort. T'sais. Fait qu'on a toutes des affaires qu'on traîne, qu'on a honte, qu'on regrette. Puis... Mais tout le monde, c'est comme ça. Fait que, c'est tout simplement d'essayer de rendre ça plus léger, d'accepter, de t'aimer comme t'es. Parce que, non, est-ce que j'allais parler en anglais, nobody is perfect, mais c'est ça, personne n'est parfait. Puis, je travaille en anglais tous les jours, hein, fait que des fois, là. C'est pas grave, pas grave. Je ferai une petite traduction. Hey, Sylvie, ça a été extraordinairement passionnant. Nous, on va se revoir régulièrement pour des épisodes. Tes formations vont apparaître dans quelques semaines, quelques mois. On va en parler. Si les gens ont des questions, ils ont des sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde, info@denisboucher.com. Sylvie, ça a été passionnant. Je te remercie. Avant de te quitter, oui. Juste te dire que les petits tips qu'on parlait tantôt, on pourra, si les gens, ça les intéresse, parler de la dépression, de l'anxiété, on peut parler des troubles d'apprentissage, TDAH. Oui, c'était ta spécialité aussi, ça, TDAH. Commotion cérébrale. Il y a plein de sujets que des fois, on pense même pas. Harcèlement psychologique, plein de choses qu'on peut parler puis qui pourraient être intéressantes des fois puis qu'on n'y pense pas tout le temps, le sens de la vie. Tous les problèmes de la vie que vous avez, envoyez-les nous, on va les aborder. On va régler ça, Denis puis moi. Hey, comme je disais, moi, je vais, parce que je sais pas si je devrais le dire, je disais toujours, je vais régler l'obésité un gros à la fois. Alors, on va y aller un problème à la fois. Un problème à la fois. Ben, merci en tout cas de l'invitation, Denis. Je suis vraiment contente. C'est bien le fun. Puis on se reparle, comme on dit en bon québécois, bientôt. Ça marche. Salut Sylvie, merci.